Vers 1940, aux limites de la ville, une quarantaine de squatters occupent le secteur connu sous le nom de Sainte-Marie. À cause de la guerre, ce terrain devient un champ de tir et les squatters doivent se déplacer plus au nord. À la fin de la guerre, on retrouve à ce deuxième endroit une centaine de familles qui reçoivent un service pastoral sous le vocable de Notre-Dame de la Paix. En 1966, après le lancement d'un important programme de revitalisation du centre-ville, le service d'urbanisme de Trois-Rivières reçoit un second mandat qui vise la mise sur pied d'un programme de rénovation urbaine pour le secteur de Notre-Dame de la Paix. C'est l'époque où l'abbé Lionel Melançon mène une lutte pour obtenir de meilleures conditions de vie pour ses paroissiens. Les témoins de l'époque évoqueront un jour ces rues pleines de taudis, ces mouches qui mangeaient les enfants tellement il y en avait, ces logements sordides qui étaient parfois ni plus ni moins que des abris fabriqués avec des enseignes de tôle, comme celle de la fameuse compagnie Coca-Cola. Parmi les caractéristiques sociales de ce secteur, mentionnons que 66% des logements sont surpeuplés, 27% des ménages sont incommodés, tandis que dans 35% des cas, il y avait promiscuité. Les commodités des logements de Notre-Dame de la Paix sont inférieures à l'ensemble de la ville. 3% des logements n'ont pas de toilettes, 48% n'ont pas de bain, 60% ont seulement l'eau froide. Mais le redressement est proche. En 1968, le curé Lionel Melançon fait appel à Lucien Ricard pour qu'il convoque les hauts dignitaires de la ville aux funérailles d'une fillette de 4 ans, manifestement morte des séquelles de la pauvreté. Le maire René Matteau, le directeur général, le chef de police et d'autres notables vont assister, émus, au service funèbre de l'enfant dans la petite chapelle au plancher de bois. Après la cérémonie, les dignitaires sont invités à se réunir au centre récréatif où le curé Melançon en profite pour les exhorter à chercher une solution afin de sortir ces ouailles de leur état lamentable. Le pasteur les persuade d'entreprendre la construction de logements sociaux. Pour ce faire, la Ville entend faire équipe avec la Société d'habitation du Québec, ce qui permet la participation financière du gouvernement dans des projets de rénovation et de relogement. Le 29 juillet 1968, par résolution, le Conseil de Ville, présidé par son honneur le maire René Matteau, décrète Notre-Dame de la Paix zone de rénovation urbaine et commande une étude au service d'urbanisme de la cité. Suite au développement urbain de l'après-guerre, Notre-Dame de la Paix n'est plus aux limites de la ville, mais au cœur de secteurs en expansion et au carrefour de 2 axes de circulation parmi les plus importants, soit le boulevard des Forges et le boulevard des Récollets. Les données d'une enquête menée sur place fait ressortir l'aspect non fonctionnel de ce secteur et les multiples lacunes tant au plan de l'occupation du sol et de la condition des logements qu'au plan des services publics, de la sécurité et de l'hygiène. Près de 250 familles y habitent dans des conditions difficiles, voire inacceptables. Dans les années suivantes, on passe donc à l'action. Le secteur devient un immense chantier. Ainsi, 170 logements voient le jour sur 2 ans, allant de la rue des Cyprès à la rue Chanoine-Moreau. Notre-Dame de la Paix va devenir le secteur Jean-Nicolette. La revalorisation de la zone Notre-Dame de la Paix ne pouvait se faire qu'à la condition essentielle de mettre à la disposition des familles défavorisées des logements sains, confortables et économiques afin d'assurer leur bien-être. Alors, franchement, au début, on était pas mal emballés de ça. Plus que ça allait, plus qu'on espérait. Vous venez de passer l'hiver? Oui, un hiver merveilleux parce que si on était resté là-bas dans le petit logement qu'on avait, c'était une petite maison toute petite, on aurait été enterrés par toute la neige qu'on a eu cet hiver. Il n'y a personne qui nous aurait retrouvés, je pense qu'ils nous auraient ramassés au printemps. Là, ici, ça a été merveilleux parce qu'on pouvait voir dehors tout l'hiver. Là-bas, même si on n'avait pas des gros hivers, à un moment donné, on ne pouvait plus voir dans la rue, on voyait plus rien. On passait l'hiver, on aurait dit qu'on était dans un igloo. Je l'ai accepté d'avoir une grosse famille, mais je me disais toujours que c'était à condition d'avoir de la place pour les loger. Puis là, quand on a été accepté dans le plan de relogement, là, je sais que ça a été tout un... Ça a beaucoup changé ma vie. Un petit nouveau paradis. Oui, oui, c'était un paradis, faut le dire, parce que franchement, là, ça fait depuis le mois de novembre que je suis ici, puis je ne crois pas encore que c'est... Il me semble que c'est pas vrai que je rêve. Dans ces programmes de rénovation où il y a déplacement presque obligatoire de familles dû aux mauvaises conditions d'habitabilité de leurs habitations, il est tout de même pas facile pour ces gens-là de quitter leur logis. En fait, il faut admettre que les gens en général sont attachés à leur logement. Ils tiennent à leur petit coin de terre sur lequel ils habitent. Et nous, on n'a pas le choix, il faut faire des recommandations pour les loger de façon plus convenable. Et à ce moment-là, il y a sûrement des petits conflits. Mais disons que
notre travail avec l'aide des sociologues et des travailleurs sociaux, d'inciter les gens à venir visiter ces logements-là, à les apprécier, puis à leur montrer un mode de vie aussi qui peut être quand même bien agréable. Et en passant, on peut peut-être mentionner qu'il y a au-delà de 155 familles qui habitent déjà dans le projet. Alors, disons quand même que l'opération est quand même assez bien réussie si on considère qu'on a construit 170 logements pour répondre aux besoins de ces gens du secteur. Chaque famille possède sa courette avant et arrière et chaque famille habituellement possède un terrain qui donne sur un parc. Je pense que les gens sont bien heureux. Et si vous circulez dans le projet, vous pourrez remarquer au nombre d'enfants, je pense qu'ils sont bien heureux. À travers la province de Québec et même dans d'autres parties du Canada, il semble bien que le projet de Trois-Rivières en est un bon exemple. Présentement, il y a beaucoup de villes qui se lancent dans des programmes de rénovation. Et comme Trois-Rivières y travaille depuis 1965, on a beaucoup de visites pour venir se rendre compte sur place de qu'est-ce qui se passe. Merci bien, M. Lanier. Ça fait plaisir, M. Waters. Voici le bilan de l'opération. Nombre de familles relogées par la municipalité, 140. Coût de l'opération, près de 2,5 millions. Répartition des coûts, 1 819 236 $ pour la Société d'habitation du Québec, 606 412 $ pour la municipalité. C'est dans ce contexte qu'est né l'Office municipal d'habitation de Trois-Rivières. Aujourd'hui, le secteur Jean-Nicolette est un exemple de gestion de milieu de vie avec son comité de citoyens, sa maison de jeunes, son travailleur de milieu, ses plateaux de réinsertion socio-professionnelle et ses activités d'intégration des nouveaux arrivants. Quant à l'Office municipal, il a assurément eu un effet structurant sur le tissu urbain et social, mais il a aussi eu des effets positifs sur l'économie, avec des retombées annuelles de l'ordre de 7 millions de dollars, soit l'équivalent de 260 emplois au salaire moyen à Trois-Rivières. À l'Office municipal d'habitation de Trois-Rivières, vous logez, nous habite.